même temps, vous avez sans doute connu cette période, vous étiez très jeune j'imagine, mais à l'époque on ne parlait pas beaucoup de réchauffement de la planète, de réchauffement climatique, c'était plutôt la question de la couche d'ozone. Oui, et la couche d'ozone a eu le problème résolu par un consensus international. Et on a cru qu'on aurait le même consensus international pour le changement climatique. Et on voit que c'est très compliqué parce qu'en fait, on a opposé pendant longtemps l'écologie, l'économie, l'industrie, la politique, c'était fragmenté, c'était clivé, et on a eu une guerre de tranchées pendant des années. Et moi, ce que j'essaye de faire, et notamment à travers ce nouveau livre, c'est d'être réaliste, c'est-à-dire de chercher à aboutir à un résultat en prenant ce qui est de bon dans l'écologie, en prenant ce qui est de bon dans l'économie et de les réconcilier. Ouais. En fait, de trouver une intersection dans laquelle l'écologie devient la force motrice de l'économie pour arriver à créer des nouveaux emplois avec des nouvelles dimensions industrielles, mais qui soient axées sur l'efficience, sur la protection de l'environnement, où on remplace ce qui pollue par ce qui protège la nature. Arrose sur le gaspillage, vive le recyclage. On va en parler, mais restons, si vous voulez, sur cette question tout de même. On sait qu'il y a quelques mois, au printemps dernier, la justice néerlandaise a condamné Shell à réduire ses émissions de CO2 de 45% d'ici 2030. Vous dites, Bertrand Piccard, que Total Énergie fait des progrès, mais est-ce que selon vous, il faut une justice climatique? Est-ce qu'il faut des procès? Et est-ce qu'il faut que ces géants pétroliers qui ont pollué mettent la main à la poche, mettent la main au portefeuille et paient pour la pollution? Alors, il faut un cadre légal qui interdise de polluer. Parce que jusqu'à maintenant, il faut bien voir les choses en face, c'était permis de polluer. C'était permis de mettre autant de CO2 qu'on voulait dans l'atmosphère, autant de plastique qu'on voulait dans les océans. Et ça, c'est pas normal. Donc, le cadre légal, il doit s'appliquer aux pollueurs, aux pétroliers, aux industries les plus lourdes, mais également aux consommateurs, parce que les pétroliers n'ont pas consommé tout leur pétrole tout seuls. Pourquoi est-ce que nous en avons, en tant que consommateurs, utilisé tellement de ce pétrole, tellement de cette énergie? Mais c'est parce que tous les systèmes énergétiques sont inefficients, sont archaïques. Quand vous faites un plein d'essence dans votre voiture, les 3/4 de ce plein sont perdus en force de frottement, en force de chaleur, en force de résistance, etc. dans votre moteur. Mais comment on fait alors? Parce qu'il faut bien les travailler. Là, on est par exemple à Paris. Ceux qui viennent de la grande banlieue prennent leur voiture. Il n'y a pas forcément d'autres choix. Les moteurs thermiques sont totalement archaïques. Donc c'est clair qu'il faut passer sur des moteurs électriques qui ont des rendements jusqu'à 97%, comme les moteurs de Est-ce vraiment la panacée? C'est là où c'est toujours particulier. Et puis les bâtiments sont mal isolés, les chauffages sont inefficients, les éclairages, avant de passer au LED, c'était totalement inefficient. Alors la France a des LED, mais le reste du monde continue à avoir des ampoules à incandescence. Donc c'est tout ça qu'il faut rendre beaucoup, beaucoup plus efficient. Mais est-ce que ce n'est pas un mirage électrique? Certes, si on achète un véhicule électrique, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre, mais les batteries, on le voit, on voit en ce moment la bataille pour les puces électroniques, sur les smartphones. On voit qu'après, il faut aussi stocker ces déchets, les détruire. Ça pollue aussi, en fait. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le recyclage des déchets, l'entrée dans une économie circulaire, c'est des opportunités économiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des nouveaux débouchés pour des industries qui sont clairement écologiques, qui sont clairement axés sur la protection de l'environnement. Et vous pouvez avoir une mobilité électrique dans laquelle vous exploitez des ressources de manière écologique et en respectant les droits humains, où vous avez un recyclage des batteries, ça se fait déjà, il faut arrêter de dire que les batteries sont pas recyclées. Vous avez une entreprise comme Umicore en Belgique, qui est l'ancienne Union minière, qui s'est recyclée dans le recyclage des batteries. Donc c'est intéressant. Et puis la voiture électrique, c'est pas seulement pour rouler, c'est pas que pour faire des embouteillages supplémentaires. Ça devrait être utilisé aussi pour être raccordé au réseau électrique et puis utiliser les batteries pour alimenter le réseau au moment où il n'y a plus assez de vent, plus assez de solaire, plus assez d'énergie renouvelable intermittente. Puis là, c'est les voitures électriques qui alimentent le réseau, plutôt que des sources supplémentaires au charbon, au gaz, etc. Donc il faut vraiment voir systémique. Ouais, systémique. On ne peut pas juste séparer les domaines des uns des autres. Rien ne disparaît, tout se transforme. Un autre exemple, il y a 20 000 décharges à ciel ouvert dans le monde. Au moins, ça pollue, vous nous dites, 28 fois plus que le dioxyde de carbone. Il y a un exemple intéressant. Est-ce que vous pouvez nous le raconter en quelques mots? Oui, c'est une entreprise française qui s'appelle Waga Energy. Waga, c'est Wasted Gas. Et ils récupèrent ce méthane qui est émis jour et nuit par les 20 000 décharges publiques du monde pour le tourner en énergie. Donc ça, c'est ce que j'appelle clairement une opportunité industrielle écologique. C'est une start-up qui grandit, qui engage des salariés, qui participe au bien commun, qui alimente en énergie en enlevant
des produits polluants qui sinon seraient émis journellement dans l'atmosphère. Quand on vous écoute, c'est du concret, c'est très séduisant, mais la COP26, c'est dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Il y avait eu celle de Paris, la COP21 bien entendu, qui avait été très prometteuse. On avait parlé d'un accord historique, de réduire la hausse des températures à 1,5 degré d'ici 2100. Mais on a le sentiment, en vous écoutant, vous êtes très réaliste, très positif, mais qu'il y a un vrai décalage avec les gouvernants de ce monde, et surtout aussi ce dont on ne parle quasiment jamais, les lobbies. Vous savez, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est les lobbies et les gouvernements. Et eux, c'est quoi leur langage? C'est la création d'emplois, sinon ils ne sont pas réélus, et c'est le profit, sinon ils sont virés par leur conseil d'administration ou leurs actionnaires. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à parler leur langage. C'est leur montrer qu'il est maintenant vital pour eux et pour leur survie, comme hommes politiques ou comme industriels, d'entrer dans cette transition écologique. Mais est-ce que certains n'ont pas lâché? Donc, parce que ça fait 20 ans, mais ça fait 20 ans au moins qu'on parle de transition écologique pourvoyeuse d'emploi, vous l'avez cité vous aussi tout à l'heure, on a du mal à voir venir. Il y a des expériences concrètes, mais vous savez pourquoi mais à l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose. Mais ça ne marchait pas parce que les solutions n'étaient pas financièrement rentables. Les énergies renouvelables coûtaient cher, le recyclage coûtait cher, l'efficience énergétique coûtait cher. Aujourd'hui, tous ces investissements sont rentabilisés par les économies d'énergie qu'on fait. L'énergie la moins chère dans le monde aujourd'hui, c'est l'énergie solaire à 1,5 centime par kilowattheure au Portugal, produit par une entreprise française qui est AQO Énergie. Mais regardez les éoliennes, on dit qu'il y a beaucoup de subventions, je ne sais pas quel est le cas chez vous en Suisse, mais en France, beaucoup de subventions pour des résultats, là encore, décevants. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, il n'y a absolument plus besoin de subventions pour l'éolien quand l'éolien est mis au bon endroit. Il ne faut pas le mettre devant un village en coupant la vue des habitants. C'est évident que ça crée des oppositions. C'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut maintenant, c'est les mettre là où il y a vraiment du vent, c'est-à-dire en mer, avec des blocs de béton qui sont comme ceux qu'on a labellisés avec la Fondation Solar Impulse, qui favorisent la constitution d'un écosystème marin, parce que c'est des bétons spéciaux, avec des formes spéciales, une porosité adéquate, pour que les coquillages, les algues viennent s'incruster dessus, et ça reconstitue un système marin. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que vous avez besoin des écologistes qui démontrent le problème, qui le démontrent, qui font prendre conscience de ce problème. Et bien justement, mais ensuite, vous avez besoin de l'économie pour mettre sur le marché les solutions qui vont donner confiance à la COP26. Parce qu'à la COP26, c'est quoi le problème? C'est que les pays doivent faire des contributions annoncées à l'avance. S'ils ont l'impression que c'est un sacrifice pour leur pays, ils ne vont pas le faire et la COP sera un échec. S'ils ont l'impression que toutes les solutions qui existent aujourd'hui, comme celles qu'on labellise à la Fondation Solar Impulse, vont leur permettre de faire des contributions à la COP très ambitieuses et extrêmement réalistes, eh bien, ils le feront parce que c'est rentable. Donc il faut leur montrer cet intérêt économique. Un deuxième aspect, quand on pense au technosolutionnisme, c'est ce côté croissance finalement, alimenter la croissance. Et on le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, notamment des Jean-Marc Jancovici par exemple, qui insistent beaucoup sur la décorrélation entre la nécessité de la décroissance qui arrive, qu'elle soit contrainte ou qu'elle soit anticipée, la déconnexion en fait du PIB et du carbone. Quelle est, toi, ta position, du coup, vis-à-vis de cette notion de décroissance? Est-ce que, du coup, c'est compatible, incompatible, déconnecté entre Solar Impulse Foundation et la décroissance? J'aime bien la manière dont tu poses la question, Denis, parce que tu parles de décroissance. Et décroissance, c'est quoi? Les gens doivent se positionner, doivent dire « je suis pour ou contre » quand on parle de décroissance ou de croissance, sans qu'on précise ce qu'on veut décroître et ce qu'on veut croître. Par conséquent, c'est un grand malentendu. Et souvent, les gens qui disent « je suis pour ou contre », eh ben, ils parlent d'autre chose que celui qui a posé la question. Donc c'est très dangereux. Si on parle de récession économique, plutôt. Alors, si on parle de décroître la pollution, décroître l'inefficience, décroître la démesure, décroître le gaspillage, je suis totalement pour. Et je suis totalement pour décroître ça. Si on parle de décroître les salaires, les retraites, les assurances-vie, le tissu social, je suis contre, totalement contre, parce que c'est les plus démunis qui vont souffrir le plus. C'est pas possible. Jeff Bezos, il s'en sortira très bien, mais pas ses salariés.
Donc on voit qu'il faut décroître ce qui est nuisible et il faut croître ce qui est positif. Et aujourd'hui, qui sont les actionnaires des grandes entreprises multinationales? La plupart du temps, c'est des caisses de retraite, des caisses de pension. C'est ce qui alimente les retraites des gens qui arrivent à la fin de leur vie. Ça, on ne peut pas le couper. Et c'est pour ça que je dis que ce qui doit continuer à croître, c'est la création de valeur. C'est la création de richesse, parce que sans création de richesse, il n'y a pas de redistribution possible. Il faut de la création de richesse qui paye des impôts et qui permette de faire fonctionner un système économique. Mais maintenant, c'est clair qu'il faut décroître les excès de la pollution, les excès du gaspillage, etc. Donc il faut être très subtil et très prudent quand on parle de croissance ou de décroissance. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est au bout d'un cycle qui est extrêmement polluant et extrêmement dangereux, qui est celui où la création de valeur est couplée à la quantité de production et de consommation. Et on doit produire de plus en plus, vendre de plus en plus, consommer de plus en plus, de moins en moins cher, avec des salaires de moins en moins hauts, où on exploite de plus en plus de gens, et les marges sont extrêmement faibles. C'est pour ça qu'il faut vendre tellement. Et ça, c'est un système qui ne va pas pouvoir durer longtemps. Je pense que la création de valeur, maintenant, la création de richesse, elle doit être couplée à la qualité de l'efficience. Est-ce que la c'est qualité de l'efficience. Donc en coup fait, on vend une manière de consommer moins. On vend une manière de gaspiller moins. On vend de la qualité. Et ça, c'est complètement différent. C'est des opportunités industrielles nouvelles où on va pouvoir faire marcher une entreprise en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Mais sinon, on n'aura pas les moyens de remplacer ce qui pollue. Donc en fait, moi, j'ai exactement le même but que tous les écologistes. Pourquoi? Parce que je suis profondément écologiste. Mais mon moyen d'y arriver, c'est beaucoup plus d'impliquer l'industrie, d'impliquer le monde politique, d'impliquer ceux qui ont le pouvoir, pour pas qu'ils partent en courant. Parce que quand vous avez parlé de décroissance économique à des industriels, vous les faites partir en courant, et au monde politique aussi. Par conséquent, vous créez une résistance beaucoup plus forte contre la cause qu'on veut promouvoir, qui est la cause écologique. Et on a moins d'acteurs qui veulent s'y mettre. Par conséquent, on est perdant. On est perdant en tant qu'écologiste si on n'adopte pas le langage de ceux qu'on veut convaincre.